vous présenter l'examen clinique standardisé en psychiatrie, c'est possible. D'abord, pour commencer cette présentation, je vais partir de l'approche systématique en médecine, et commencer par citer ce texte de Voltaire dans Zadig. Jeune homme, lui dit le premier eunuque, n'avez-vous point vu le chien de la reine? Zadig répondit modestement, c'est une chienne et non pas un chien, c'est une épagnole très petite, elle a fait depuis peu des chiens, elle boite du pied gauche, de devant, et elle a des oreilles très longues. Vous l'avez donc vue, lui dit le premier eunuque, tout essoufflé. Non, répondit Zadig, je ne l'ai jamais vue, et je n'ai jamais su si la reine avait une chienne. Zadig, et ce conte philosophique, qui a inspiré lui-même d'un conte indien, et un conte qui a eu une influence assez importante sur la didactique et l'enseignement de la médecine au cours du XIXe siècle, notamment en passant par deux médecins qui ont eu une influence capitale à cette époque, autour de la méthode de Zadig, qui était articulée autour de deux principes, l'observation et la déduction. Le premier médecin qui a été influencé par ce conte, c'est William Osler, qui était un médecin canadien, mais qui a beaucoup travaillé au Johns Hopkins Hospital aux États-Unis, qui a travaillé aussi à Oxford, qui est l'inventeur de l'enseignement de la médecine tel qu'on le connaît à l'heure actuelle, en impliquant les étudiants en médecine à l'examen du patient au lit du malade, dès le deuxième cycle des études médicales. Et donc William Osler citait régulièrement Zadig en expliquant que l'approche systématique était essentielle à l'apprentissage de la médecine, en soulignant l'importance de parler au patient, l'importance du recueil de l'histoire du patient, l'importance de l'examen clinique, et en soulignant en permanence l'importance de l'observation et de la déduction. Il disait d'ailleurs, observez, enregistrez, compilez, sentez, communiquez, utilisez vos cinq sens, c'est par la pratique que vous deviendrez un expert. Observez et ensuite raisonnez, comparez et contrôlez, mais observez d'abord. Le deuxième médecin qui a été influencé par Zadig de Voltaire et qui citait régulièrement la méthode de Zadig est le professeur Joseph Bell, qui était un professeur de médecine écossais et qui faisait des leçons très célèbres en Écosse au XIXe siècle. Et il a étonné de nombreuses générations de médecins par son sens de l'observation des individus, son sens de la déduction logique. En fait, Joseph Bell a été surtout influent indirectement, parce que parmi ses étudiants se trouvait le docteur Arthur Conan Doyle, qui a inventé le personnage de Sherlock Holmes. Et pour Conan Doyle, Sherlock Holmes est une incarnation de Joseph Bell, et donc de la méthode de Zadig. Et donc en fait la méthode de Sherlock Holmes quand il investigue et quand il réalise une enquête, c'est une méthode qui est directement inspirée de la démarche clinique qu'a appris Conan Doyle au cours de ses études. Et donc la démarche clinique de Sherlock Holmes repose sur deux attributs essentiels, le fait d'employer une méthode systématique, c'est-à-dire de toujours faire la même chose quand il arrive sur une scène de crime, et d'utiliser ses cinq sens, l'observation notamment, et l'écoute. Donc l'approche systématique dans les études de médecine, je pense que ça a été cristallisé par ces personnages que je viens de vous citer, est un pilier central dans les études de médecine. On apprend dès le premier cycle, le deuxième cycle, à être systématique dans son approche, c'est-à-dire toujours réaliser les mêmes étapes dans un intérêt pédagogique. Et donc c'est enseigné dans tous les manuels à destinée des étudiants en médecine, et vous pouvez regarder dans tous les livres et référentiels de toutes les spécialités, ou les ouvrages de sémiologie, l'examen systématique est souligné à chaque fois comme un processus indispensable dans l'apprentissage de la médecine. Et donc ces deux personnages centraux dans ce que je suis en train de vous raconter ont eu un rôle majeur, ont souligné le rôle majeur de l'observation et de la description dans cette approche systématique. Alors maintenant, on va parler de l'approche standardisée et systématique en psychiatrie. Parce que si on est dans une conception médicale de l'enseignement de l'examen médical en psychiatrie, donc s'il y a une approche systématique qui est soulignée, recommandée et pratiquée dans toutes les spécialités, dans tous les courants de la médecine, ça devrait être valable également en psychiatrie. Donc il y a deux écueils qui apparaissent d'emblée par rapport à ce constat, c'est est-ce que les étudiants ils ont l'occasion d'examiner des patients sur le plan psychiatrique au cours de leurs études, et quel examen psychiatrique standardisé ou systématique peuvent réaliser ces étudiants. Alors pour savoir si les étudiants ils ont accès à des patients et s'ils font des examens psychiatriques au cours de leurs études, j'avais réalisé un sondage sur le compte Twitter de l'AESP pour savoir, donc la question c'était, durant vos stages d'externe en psychiatrie, avez-vous réalisé seul un examen psychiatrique? Donc on a eu 109 réponses pour ce sondage, et en fait on s'aperçoit que 2/3 des étudiants en médecine qui passent dans un service de psychiatrie ne réalisent pas d'examen psychiatrique chez un patient.
Donc c'est vraiment un écueil extrêmement important, parce que quelquefois on va vraiment dans des modèles et des modalités complexes d'enseignement, mais les étudiants n'ont pas forcément accès aux patients. Je recite William Osler ici, qui expliquait « Celui qui étudie la médecine sans livre navigue sur une mer inconnue, mais celui qui étudie la médecine sans voir les patients ne va même pas en mer. » Donc les étudiants, 2/3 des étudiants en médecine qui vont en service de psychiatrie ne vont même pas en mer. Ensuite, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a des difficultés par rapport à l'établissement et l'utilisation d'un examen systématique et standardisé de l'examen en psychiatrie. Donc il y a plusieurs difficultés que je vais lister et commenter. La première, c'est probablement qu'il y a eu un changement de paradigme au cours des dernières décennies, mais qui est progressivement en train de changer, je pense, du poids de la révolution psychothérapeutique sur l'enseignement de la sémiologie psychiatrique classique, donc qui était basée sur l'observation. Je peux vous renvoyer à la préface de Tim Sidbertier dans les années 80 sur le sujet, qui a écrit un texte vraiment éloquent sur ces aspects. Il y a aussi les ouvrages de classification internationale qui sont utilisés comme des ouvrages d'enseignement. Alors, ce ne sont pas des ouvrages d'enseignement, et sémiologiquement, cliniquement, les ouvrages de classification internationale sont des ouvrages assez pauvres, où il n'y a pas de subtilité, il n'y a pas d'ancrage sémiologique, les descriptions sémiologiques sont très pauvres, mais en même temps, c'est pas du tout leur but. Et il y a aussi une grande hétérogénéité des termes et des références, qui devrait bientôt être levée par dichosémiopsie, on l'espère, qui sera présentée par Thomas juste après. Donc d'autres difficultés, c'est que quand on parle d'un examen standardisé ou systématique en psychiatrie, on a tout de suite la réflexion, oui, mais on va pas comprendre globalement la personne, on va pas apprendre à l'étudiant à comprendre globalement la personne, mais la nécessité de comprendre la personne, ça ne doit pas rendre un enseignement excessivement complexe, et en plus, ils apprennent pas à comprendre la personne puisqu'ils n'examinent pas les patients. Il y a aussi des difficultés qui sont liées à la standardisation en psychiatrie, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui influencent l'examen psychiatrique. C'est la méthode d'entretien qu'on utilise, la définition que donne le praticien aux symptômes, la nature des réponses du patient, donc la façon dont on pose les questions aussi est absolument essentielle. Donc on peut se poser la question, quels outils peuvent être accessibles pour l'étudiant ? Donc il y a plusieurs outils généraux qui existent, qui sont parfois utilisés dans certains services. Il y a donc le SKID, qui est l'entretien structuré issu du DSM, qui a été développé par Spitzer dans les années 60. Il y a le MINI aussi, qui est un outil qui a été créé en français et en anglais dans les années 90. Mais ces outils, à mon sens, sont des outils standardisés, certes, avec des questions standardisées, mais qui sont entièrement organisés autour des classifications internationales et qui ont peu, voire pas de base sémiologique, qui n'utilisent pas du vocabulaire psychiatrique et qui ont peu ou pas de définition des symptômes qui sont utilisés dans leurs questions. C'est par exemple, est-ce que vous dormez bien, est-ce que vous avez pris du poids, mais il n'y a pas de réflexion, pas de termes sémiologiques associés à ces outils. Il y a un autre outil qui est extrêmement intéressant, c'est l'examen psychiatrique standardisé qui a été développé par Wing, Cooper et Sartorius dans les années 70, qui pour le coup est un outil entièrement organisé autour de la sémiologie psychiatrique, qui comprend un glossaire extrêmement précis de définition des termes utilisés dans l'examen, avec des questions standardisées et avec une cotation de l'examen. Donc c'est vraiment un des principaux travaux sur le sujet qui utilise une base sémiologique. C'est un examen qui, si on l'utilise de façon complète, est assez long et complexe pour un étudiant, assez difficile à appréhender. Et il n'y a pas d'éléments qui sont centrés sur l'observation directe. Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont autour des questions que peut poser la personne qui fait l'examen, mais peu d'éléments centrés sur l'observation. Alors que je rappelle qu'il est un des piliers essentiels de l'examen médical. Donc il y a un outil que j'ai trouvé particulièrement intéressant qui est le Mental Status Examination. Donc c'est l'examen de l'état mental, on va dire. En français, c'est pas la meilleure traduction. Donc c'est un examen qui a été développé, on retrouve les racines des fondements de cet examen au début du XXe siècle par Karl Jasper, qui en fait propose une approche essentiellement descriptive de l'examen psychiatrique, combinée aux informations de biographie, d'histoire de la maladie, d'examen physique et d'examen paraclinique. Donc le MSE, on va l'appeler comme ça, c'est un examen qui a réalisé avec empathie, et ça c'est souligné par Jasper dès le début du XXe siècle, il explique que c'est pour le respect qu'on doit aux patients. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est aussi la méthode de Jasper qui est autour de la sémiologie descriptive et de comprendre le point de vue du patient sur ses symptômes. Et Jasper disait que cet examen a pour but d'apprendre à observer, à poser des questions, à analyser et à penser en termes psychiatriques. Donc ça, c'est les domaines cliniques de l'examen du MSE par Jasper, c'est des domaines assez classiques.
la présentation, la motricité, la perception, la motivation, les fonctions physiologiques, tous les domaines qu'on peut avoir en tête quand on pense à un examen psychiatrique. C'est un outil qui est extrêmement diffusé, qui est recommandé dans l'enseignement dans plusieurs pays, par plusieurs sociétés savantes, par exemple au Royaume-Uni, aux États-Unis, par l'APA, dans le guide de l'examen d'un patient en psychiatrie, qui n'est pas un examen standardisé, c'est juste un guide de bonne pratique qui recommande le MSE en Inde, en Allemagne, en Italie. Et il a aussi été montré qu'on pouvait utiliser le MSE de façon standardisée avec un meilleur impact sur la qualité de l'examen psychiatrique auprès des étudiants. C'est-à-dire quelque chose avec des cases à cocher, par exemple, un plan très clair à suivre. Donc il y a deux voies pour arriver au savoir psychiatrique selon moi, et je vais vous proposer une métaphore à travers ces explications des outils standardisés basés sur les classifications ou ces outils basés sur la sémiologie. Donc on peut comparer ça à la voie du dojo du cobra, et qu'on peut opposer à la voie du maître Miyagi. Vous aurez reconnu cette référence qui vient de Karate Kid. Et en fait, le dojo du cobra enseigne qu'il faut frapper le premier, qu'il faut frapper fort, et qu'il faut être sans pitié lors d'un combat. Donc c'est une méthode qui est très efficace. Les élèves utilisent le karaté issu de l'enseignement du cobra pour se battre, pour des fois embêter d'autres personnes. Et alors ils utilisent la force, l'intérêt des arts martiaux, sans avoir appris les bases des arts martiaux et la philosophie des arts martiaux. Donc ça, je pense que on pourrait comparer ça à un enseignement centré sur les classifications. Alors que Maître Miyagi, il a un enseignement beaucoup plus modeste, avec des métaphores, avec des choses assez détournées, avec vraiment les bases des arts martiaux. Donc il demande à Daniel Larousseau, son élève, de peindre sa maison avec la main gauche, de gauche à droite, puis de droite à gauche, d'apprendre l'équilibre, et il lui apprend la philosophie des arts martiaux en lui expliquant les bases, et en lui expliquant que les arts martiaux sont pas faits pour attaquer ou pour se battre ou pour frapper fort, mais pour se défendre. Donc ça, ce serait plus un enseignement centré sur la sémiologie. Donc c'est pour ça qu'à l'AESP, on a développé un guide pratique pour une observation médicale en psychiatrie. Donc, je vais vous expliquer un petit peu la façon dont il a été construit. Donc la trame de l'examen classique médical a été repris pour ce guide, donc avec la prise des antécédents, l'histoire de la maladie, la biographie du patient. Et on a incorporé dans ce guide des exemples de questions formulées de façon standardisée qu'on a pu retrouver dans le MINI ou dans l'examen standardisé psychiatrique de Wynne Cooper et Sartorius, auquel on a incorporé le MSE, donc l'examen de l'état mental, avec des cases à cocher et avec des termes sémiologiques, pour aboutir à un guide à destination des étudiants en médecine et des jeunes internes. Un exemple, donc pour commencer, l'entretien des questions générales peuvent être posées. Donc pour commencer, je voudrais avoir une idée des problèmes qui vous ont préoccupé au cours des mois qui viennent de s'écouler, du mois qui vient de s'écouler. Quelles ont été vos principales difficultés? Et en fait, incorporer ces questions et ces exemples de questions au sein de l'examen a permis à des étudiants qui prenaient leurs fonctions, par exemple des quatrièmes années, des MED 4, lors de leur premier stage, à faire un examen assez complet en utilisant des exemples de questions qui étaient posés. Et donc, un exemple, en fait, le MSE, donc l'examen de l'état mental, a été mis sous forme de cases à cocher avec les termes sémiologiques qui étaient utilisés, avec le contact qui pouvait être normal, réticent, familier ou bizarre. En pratique, l'outil permet, et a permis jusqu'à maintenant, c'est de l'observation et de l'utilisation dans le service de plusieurs personnes qui ont essayé l'outil, c'est que ça permet de lever certains freins habituels qu'on entend chez les étudiants. J'ai peur de ne pas savoir quoi dire, j'ai peur de mal poser des questions, j'ai peur de l'inconnu, du patient qui souffre d'un trouble psychiatrique. Donc ça a été levé quand même parce que les étudiants, quand ils vont avec un guide et avec une trame, voir un étudiant, voir un patient, c'est plus simple pour eux. Ça facilite l'examen parce qu'ils ont vraiment la trame à suivre et tout est cadré. Et ça leur permet surtout et ça c'est un objectif un peu caché, eux ils vont examiner le patient et puis ils apprennent à parler avec des patients, mais de se familiariser avec les termes utilisés en psychiatrie et leur définition. Et du coup d'apprendre la sémiologie psychiatrique. Donc c'est un outil qui a été mis en ligne, donc ça c'est la version 2, qui a été mise en ligne en juillet 2016. Il y a eu plus de 4500 téléchargements pour cet outil, donc qui rencontre un certain intérêt jusqu'à maintenant. Et la version 3 sera bientôt disponible, donc je vais vous dire un peu les avancées de la version 3, c'est qu'il y aura des corrections parce qu'il y avait eu quelques coquilles, une amélioration de la mise en page, une simplification du document qui était parfois un peu long sur certains aspects, une évaluation du risque suicidaire qui va être systématiquement associée à cet examen, donc ce qui est essentiel pour que les étudiants en médecine sachent qu'un patient qui souffre de troubles psychiatriques, on doit toujours avoir en tête l'évaluation du risque suicidaire, même si on ne fait pas de psychiatrie.
intégrer les examens complémentaires, donc il y aura une petite grille à remplir pour les examens complémentaires, et intégrer un examen physique minimal centré sur la sémiologie. Et donc ça c'est un exemple d'intégration des examens paracliniques déjà réalisés, bilan biologique, imagerie cérébrale, EEG, ECG, et puis avec des endroits pour mettre des précisions si besoin. Et donc un exemple de l'examen cardiovasculaire centré sur la sémiologie, donc en fait c'est découpé en inspection, palpation, percussion et auscultation, mais sans avoir tout noté, et en étant assez minimal pour qu'il y ait un premier examen qui puisse être réalisé chez les patients non psychiatriques, qui puisse être réalisé chez les patients qui sont hospitalisés, avec la présence de douleurs thoraciques, de dyspnées, de palpitations, etc., etc. Et avec des places pour les commentaires également. Donc cet outil permet aussi d'intégrer d'autres outils qu'on a pu développer, par exemple l'examen neurologique standardisé qu'on a réalisé et qu'on a fait en partenariat avec un professeur de neurologie, Luc Defebvre. Donc il y a aussi un système assez standardisé avec les signes à rechercher et un ordre d'examen proposé et avec des cases à cocher. Donc en conclusion, l'approche systématique, ça a été de la médecine, ça a été un des piliers de grandes figures de la médecine du 19e siècle, et notamment de William Osler, qui a été un pionnier de l'enseignement moderne de la médecine, qui a été cristallisé également par des personnages célèbres comme Sherlock Holmes. L'examen systématique, c'est une étape essentielle dans le processus d'apprentissage au cours des études médicales. Je ne pense pas que ce soit la finalité absolue de tout médecin, mais en tout cas pour apprendre la médecine, il faut avoir un guide au début, tellement il est facile de se perdre dans la complexité d'une situation clinique. Et apprendre à réaliser un examen médical, c'est aussi un des objectifs, c'est aussi d'apprendre à réaliser un examen médical de qualité optimale pour ensuite apprendre une certaine souplesse. Donc au début, des bases d'examen standardisé systématique, et dans un deuxième temps, apprendre la souplesse en se détachant en fait de ce qu'on a pu apprendre. C'est ce qu'on observe au cours de l'acquisition des compétences des médecins de façon générale. L'outil qui est développé met une grande importance sur la sémiologie descriptive. Et en fait, cet examen, un des objectifs, c'est aussi de faciliter la réalisation d'examens pour faciliter l'apprentissage du raisonnement clinique, c'est-à-dire de raisonner de façon sémiologique avec l'observation des signes, des symptômes, leur articulation en syndrome et en trouble, et de faciliter aussi les méthodes de recueil sémiologique, notamment à travers le processus d'engagement dans la relation médecin-malade. Les perspectives sont d'évaluer l'impact de cet outil au niveau des connaissances et compétences des étudiants, de leur compréhension des troubles psychiatriques, de connaître spécifiquement le vocabulaire psychiatrique, de déstigmatiser, en montrant qu'on peut aller voir un patient qui souffre de troubles psychiatriques, le plan est exactement pareil, et les patients sont malades comme les autres, et de développer, de pouvoir reprendre l'approche du patient de façon empathique. Et donc il y a un projet actuellement de comparaison de groupe d'étudiants en stage qui utiliserait cet outil versus d'autres outils. Je vous remercie pour votre attention.